Un enfant de 8 ans perd ses parents dans une ruelle sombre. Un meurtre sordide. L'enfant survit, il grandit et s'entraîne pendant des années seul à l'autre bout du monde. Et un soir, il revient dans la demeure familiale. Il descend les escaliers qui mènent à la cave. Et tout au bout des escaliers, dans le noir, il construit son repère. À des centaines de kilomètres de là, un marchand d'armes millionnaire, un brillant ingénieur, s'est forgé une armure pour survivre. Dans un laboratoire, il peaufine sans cesse cette carapace d'acier qui devient une extension de lui-même. On a tous grandi avec un super-héros qui a bâti son repère pour se protéger du monde extérieur. Mais d'où vient ce schéma qui nous rassure tant ? Eh bien, il vient d'un roman français écrit en 1870. Le personnage s'appelle Nemo. En latin, ce mot signifie personne. Le capitaine Nemo a été créé par Jules Verne en 1870 dans 20 000 lieues sous les mers. On le découvre à bord d'un étrange bâtiment sous-marin que la marine américaine confond avec un monstre des profondeurs. Ce bâtiment, c'est le Nautilus. Et celui qui dirige le Nautilus, c'est Nemo. Nemo s'appelle en réalité Dakkar, un prince indien de sang noble, issu d'une des familles les plus riches du pays. Il a reçu la meilleure éducation de son époque, voyagé à travers l'Europe, appris les sciences, les langues, les arts. Il avait tout, et il a tout perdu. Sa famille, son rang, son pays. Son peuple a été trucidé par la répression britannique de 1857. Alors il a choisi un nouveau nom. Il a renoncé à sa caste, à son identité, à toute appartenance à un pays. C'est un homme brisé, mais il ne fuit pas. Il est en rupture avec le monde, mais il choisit délibérément de se mettre au-dessus de la mêlée avec suffisamment de puissance, de richesse et d'intelligence pour que ça soit tenable. Et pour ça, il est couvert par la puissance du Nautilus. Nemo se sert de son sous-marin comme un pirate. Mais c'est pas un pirate comme les autres. Luttant contre les puissances européennes de l'époque, Nemo est à la fois humaniste et violent. Il attaque des navires de guerre appartenant uniquement aux grandes puissances européennes. Jules Verne fait quelque chose de courageux pour son époque. Il crée un héros anticolonialiste. Nemo sera adapté, réinterprété et remis au goût du jour pendant plus d'un siècle. En 1954, le réalisateur Richard Fleischer signe pour Disney une adaptation, 20 000 lieues sous les mers, avec Kirk Douglas et James Mason en Capitaine Nemo. En 1973, Omar Sharif incarne un Nemo vieillissant dans la série L'île mystérieuse, et en 2003, le comédien Nasruddin Shah reprend le rôle pour le film La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Nemo traverse carrément les siècles. Il nous parle encore à tous parce qu'il incarne quelque chose qui ne vieillit pas. Un homme qui s'est donné les moyens de dire non. Et les moyens qu'il a, c'est surtout le Nautilus, parce que Nemo ne serait rien sans lui. Impossible de parler de l'un sans parler de l'autre. Ce sous-marin n'est pas un simple véhicule. C'est une extension de son créateur, une projection de sa volonté dans le monde réel. Le Nautilus, bien avant les mechas, bien avant Goldorak, bien avant la Batmobile, c'est le véhicule typique d'un super-héros. Il est long d'environ 70 mètres. Il embarque une bibliothèque de plusieurs milliers de volumes. Un salon musée garni de peintures et de sculptures, un laboratoire scientifique, des jardins sous-marins cultivés pour nourrir l'équipage. Il se déplace à l'électricité, c'est révolutionnaire pour l'époque, et il peut parcourir en 7 mois l'équivalent de 2 fois le tour du globe. Il est entièrement autonome. Il n'a besoin d'aucun port, d'aucun état et d'aucune économie terrestre. Pour financer et construire cette machine, Nemo a passé des commandes anonymes auprès d'arsenaux navals aux 4 coins de la planète. Chaque pièce, livrée à un destinataire différent, a été assemblée en secret sur une île isolée du Pacifique. Même la construction du Nautilus est une opération clandestine. Une chaîne logistique mondiale mise au service d'un seul homme. Nemo est un Tony Stark avant Tony Stark. La devise du Nautilus se résume en 3 mots latins, mobilis in mobile. La mobilité dans le mouvement. Le mouvement permanent, c'est l'océan. Et le Nautilus, c'est une base secrète coupée du monde, technologiquement en avance sur son époque, et dont l'existence et la localisation même est un secret. La Batcave qui aussi synthétise tout ça ne sera créée que 75 ans plus tard. Entre Nemo et Batman, il y a une chaîne, une filiation que l'histoire de la pop culture a largement occultée, mais qui est réelle, documentée et fascinante. Nous allons recréer cette filiation ensemble. 17 ans après Nemo, un autre chaînon apparaît. Là aussi, c'est un génie retiré du monde.
Il est entouré de ses instruments, ses archives criminelles, ses fioles de chimie, son violon, son désordre créateur, et il opère depuis un espace qui lui appartient totalement. C'est Sherlock Holmes. Et le 221B Baker Street, là aussi, c'est un laboratoire, un sanctuaire, une extension directe de son esprit. Un autre relais apparaît pour recréer cette filiation. Dans les années 30, une émission radio américaine appelée Detective Story Hour connaît un grand succès en racontant des histoires policières, et pour les introduire, il faut une voix off marquante. On cherche alors un présentateur invisible à la voix forte et un peu inquiétante. Un jeune scénariste propose un nom pour cette voix énigmatique, The Shadow. Et le personnage devient presque aussi important que les histoires criminelles qu'il présente. En quelques mois, des millions d'auditeurs réclament un magazine dédié à ce fameux The Shadow. Le personnage devient un homme à l'identité double, milliardaire le jour, justicier la nuit. Et il a un repère secret, le Sanctum. Une pièce cachée, hors du monde, depuis laquelle il coordonne un réseau d'agents à travers la ville. Bill Finger, co-créateur de Batman, citera The Shadow et Sherlock Holmes comme des inspirations directes du personnage, et tous déjà héritent d'un modèle plus ancien, celui de Jules Verne. À partir de The Shadow, le modèle se reproduit, et il se systématise. 2 ans après, en 1933, paraît Doc Savage. Le personnage principal, Clark Savage Jr., est entraîné depuis l'enfance dans toutes les disciplines, et c'est aussi un génie des sciences. Son QG occupe le 86e étage d'un gratte-ciel new-yorkais. Et dans l'Arctique, il a construit en solitaire une retraite qu'il appelle la forteresse de la solitude, nom qui sera repris par Superman 20 ans plus tard. Après The Shadow, Doc Savage, on a The Phantom en 1936 qui débarque dans les journaux américains. C'est le premier héros en costume de l'histoire des comics. Et lui aussi il a son repère, la Skull Cave, dans la jungle africaine, qui préfigure déjà peut-être le Wakanda de Black Panther, mais on va pas s'éparpiller. Le créateur Lee Falk révèle qu'il avait à l'origine l'idée d'un millionnaire qui combattait le crime la nuit sous un masque, plusieurs années avant Batman. C'est seulement en cours d'écriture qu'il déplace le personnage dans la jungle. Il avait presque sans le savoir inventé Batman avant Batman. En 1939, Bob Kane et Bill Finger finalisent Bruce Wayne. Et avec lui, quelque chose se cristallise. Quelque chose que Nemo avait esquissé 70 ans plus tôt. Que Holmes, The Shadow, Doc Savage et The Phantom avaient chacun approfondi à leur façon. Batman en est la synthèse. La Batcave, c'est le Nautilus de Gotham. Un espace souterrain, secret, autonome, équipé d'un laboratoire d'analyse criminelle, d'un supercalculateur relié aux bases de données mondiales, d'un hangar, d'une armurerie, d'une salle d'entraînement. La Batcave, elle est sous la demeure familiale. La vérité enterrée sous le vernis du milliardaire mondain. Parce que Bruce Wayne, c'est le masque. C'est Batman la vraie identité. Tout comme Nemo est le vrai nom du prince Dakar. Les deux personnages, après avoir été brisés, ont trouvé leur identité profonde. Ils ont renié leur personnalité de naissance pour en incarner une autre, forgée dans la souffrance et la volonté. Et dans les deux cas, c'est l'espace secret, le Nautilus, la Batcave, qui rend cette identité possible, qui la rend réelle. Chez Marvel, cet archétype prend les traits de Tony Stark. Dans la version cinématographique du personnage, tout commence dans une grotte. Tony Stark, brillant milliardaire et marchand d'armes, est capturé en Afghanistan lors d'une démonstration militaire. Aux côtés d'un compagnon de captivité, un médecin qui mourra pour lui laisser le temps de s'enfuir, il prend les matériaux qu'on lui a donnés. Et il se fabrique une armure. Et c'est le moment fondateur d'Iron Man. C'est comme le Nautilus. C'est pas tant un objet qui est créé, c'est une décision. L'acte d'un homme qui, confronté à la violence du monde, répond en construisant quelque chose de ses propres mains. Et quelque chose de plus fort que le monde extérieur. Une puissance, une extension de lui-même qui lui permettra enfin d'être libre. Le labo de sa maison à Malibu, qu'il construira ensuite, abritera les versions perfectionnées de cette première armure. Jarvis, puis Friday, puis Edith, ces intelligences artificielles, sont son équipage. Ces dizaines de combinaisons sont les versions successives du Nautilus, chacune plus perfectionnée, chacune plus précisément taillée à la forme de son esprit, comme si Tony Stark ne construisait pas seulement des machines, mais un monde à sa mesure. Et il y a ce moment où, devant les caméras du monde entier, il dit « I am Iron Man ». Là où Nemo ou Bruce Wayne se cachent, Tony Stark, lui, se révèle. Il revendique l'identité que sa machine lui a donnée. Il ne se cache pas. Il devient la machine.
Pour la première fois, le masque tombe volontairement et ça change tout. Parce que l'archétype qui est né avec Nemo n'est jamais figé. Il évolue, il se transforme, et là, il se renverse complètement. Cet archétype, il vit encore, et il continue à prospérer dans les jeux vidéo. Combien de jeux nous proposent de nous la jouer en super-héros avec un repère secret qu'on customise à loisir? Alors pour les références évidentes, du côté de Bethesda, il y a bien sûr les Fallout et autres Elder Scrolls. Et du côté de 2K, il y a BioShock, qui en est l'exemple le plus évident, avec la ville de Rapture. Une cité construite sous l'océan, par Andrew Ryan, un génie qui voulait s'affranchir de tout gouvernement, de toute morale collective et de tout regard extérieur. Metal Gear Solid 5 pousse l'idée encore un peu plus loin. Big Boss construit une plateforme pétrolière au milieu de l'océan pour abriter sa propre armée privée, une nation sans drapeau, sans territoire, sans allégeance. Kojima n'a jamais cité Jules Verne, mais là aussi on peut pas s'empêcher de penser au capitaine Nemo. Et il y a aussi Cult of the Lamb. Le village que le joueur construit porte le nom qu'il lui donne. Il est construit dans un lieu isolé et caché du reste du monde, sans en être totalement coupé. C'est un lieu qui sert à la fois de base, mais aussi de maison. Il finit par devenir le royaume du personnage, l'expression de sa volonté. Il lui ressemble, devient le reflet de son âme au fur et à mesure que le héros évolue. Qu'on lise les romans de Jules Verne, qu'on regarde Iron Man sur grand écran ou qu'on joue à un jeu vidéo, le repère secret, ce n'est pas un cliché. Ce que Nemo suggère, c'est un archétype de personnage. Le génie blessé, le retrait du monde. L'espace secret comme extension du moi. Cette structure a traversé plus d'un siècle et demi de fiction populaire sans jamais disparaître. Elle change de nom, de costume, de médium. Dans un jeu vidéo, c'est le joueur lui-même qui construit son repère. Et dans la vie réelle, on a tous un refuge, une maison, une grotte. Il y a en nous, qu'on soit lecteur, spectateur, joueur, un besoin irréductible de refuge. Et on a envie de constater qu'un héros a besoin de se réfugier face à la violence du monde. Le repère secret, c'est un écho amplifié de notre propre besoin de nous prémunir de l'extérieur. Et c'est d'autant plus fascinant quand c'est un être d'exception qui le fait. Nemo a dit non en 1870. Batman a trouvé son océan sous Gotham. Iron Man porte sur lui-même son propre Nautilus. Et quelque part dans les profondeurs de nos imaginaires, Nemo, lui, continue à sillonner des profondeurs que l'on n'ose pas traverser. Voilà, c'était Old Again en direct de sa Batcave. J'espère que ce petit détour par les repères secrets des super-héros vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce, abonnez-vous et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao.